Bon, c'est à moi, toujours aussi heureux de me retrouver en famille avec vous, de voir entre hier et aujourd'hui aussi la belle réussite et puis finalement notre communion dans nos idées. On n'est pas là par hasard et je le disais ce matin avec les précurseurs qu'on avait, quel travail nous avons fait depuis Combourg. Parce qu'ici, je me souviens de Combourg, moi. À l'époque, j'étais déjà aux basses œuvres et on est arrivé dans une boîte de nuit où il faisait noir et on ne trouvait même pas parce qu'on n'avait pas le GPS, je vous le dis. Donc voilà, une fois de plus, merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous êtes tous ici des hommes et des femmes agriculteurs et agricultrices vivant de leur métier et on ne bourre pas la réunion avec des techniciens ou des salariés de coopératives. Alors tout d'abord mes remerciements. D'abord Noël Rosé, vous l'avez vu ce matin, président de la CR Morbihan, Nathalie Possémé et toute l'équipe de la CR 56. On le redit encore, Pierre Lemarié, qui est l'animateur de la région Bretagne, Pierre qui est un breton, Pierre qui est capable aussi de remuer ciel et terre, tout en étant avec un trait très rigoureux et en mobilisant les Bretons qui souvent, c'est vrai, sont difficiles à mobiliser, mais avec un bon tempérament, on les fait sortir, vous voyez. Ensuite, merci à monsieur le maire de Vannes, puisque c'est vrai que nous avons un très bel endroit. C'est très accueillant. On a un outil aussi ici avec ce centre de congrès à notre dimension et tout a été parfait. Merci aussi à toute l'équipe technique. Merci à Olivier Alain, donc vice-président du Conseil général qui nous a aidés. Et donc aussi toujours à l'écoute parce que c'est vrai qu'on se rencontre, on se croise. Moi un peu moins, il voit plus François, mais bon, nous on se croise en vitesse, il est souvent à Paris, mais il a toujours été à l'écoute, c'est vrai. Et de toute façon, c'est par une oreille attentive que de toute façon on peut faire avancer les choses. Et je lui conseille d'écouter beaucoup nos oreilles entourées de jaunes, vous savez, que nous avons autour de nous. Les intervenants après, Jean Quatremer. Alors vous l'avez vu, Jean Quatremer, bon, ça a même fait un peu réagir, mais je vous le redisais, nous on aime les gens qui sortent du commun. On aime le poil à gratter. On a toujours fait, et François et d'autres l'ont fait avant, on a toujours fait chercher à vous amener des gens pour ouvrir l'esprit. Vous savez, nous, les œillères et puis les directions où on doit aller, ça ne nous a jamais réussi, puisque la preuve, c'est que nous sommes là. Donc de toute façon, c'est vrai qu'on amène la réflexion par des gens différents. Lui, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il est venu parce qu'en fait, il connaît bien l'Europe. Et on a bien pu décrypter tout ce qui se joue en dessous et le reste du parcours qui nous reste à faire parce que c'est là que ça se joue. Et donc, voilà pourquoi Jean Quatremer, on a fait le choix de le faire venir. Jacques Carle, alors lui c'est l'économiste. Le Momagri, c'est pareil. De toute façon, ces gens-là travaillaient avec la FNSEA. À un moment donné, se rendant compte qu'ils sont en train de faire force au navire et d'aller, comme le Titanic, se foutre au fond de la mer, ils écoutent la petite musique de la coordination. L'exception agriculturelle dont vous a parlé Véronique, ça commence à faire son chemin. Les prix rémunérateurs sont aussi arrivés. Et donc, de toute façon, ça avance, nos idées avancent. Et c'est pour ça que je tenais à les remercier parce qu'il faut oser le dire. Et oser venir devant un syndicat dit minoritaire pendant que d'autres se croient encore majoritaires, ce n'est pas évident. Et enfin, dans les remerciements, nos auteurs du livre, ils ont voulu rester libres, parce que vous l'avez entendu ce matin, c'est ça aussi la dignité d'hommes et de femmes que nous sommes, c'est-à-dire qu'on a quand même relevé la tête, même dans les temps difficiles. Et moi, le premier, je le dis, formaté comme j'étais après les moments d'installation et après le bourrage de crâne qu'on avait reçu dans les écoles d'agriculture, où l'on croyait qu'on allait nourrir même les Chinois, si je n'avais pas rencontré la coordination, je ne serais pas là. Alors bon, il va y avoir des redites un peu, parce que bon, Véronique, sur l'exception agriculturelle, je ne vous embêterai pas là-dessus. Mais moi, je reviens, il y a plusieurs sujets. Donc d'abord, responsabiliser l'agro-industrie. Nous sommes devenus le maillon faible de l'agro-industrie en étant la variable d'ajustement pour qu'elle augmente ses marges. Nous sommes les seuls à travailler à perte, sans aucun filet de protection, et pourtant nous sommes un secteur stratégique qui permet aux Français d'avoir une des meilleures alimentations sur cette terre. Le grand chantier des États généraux de l'alimentation ne permettra pas de retrouver des prix rémunérateurs quand dans le commerce, une marge se maintient et ne se partage pas. Et la théorie du ruissellement régie par le seuil de revente à perte est pour nous une illusion. Il y a dans l'agroalimentaire un secteur que nous devrions maîtriser, la coopération. Vous nous entendez tout le temps taper sur la coopération. Oui, la coopération, mais pas toute la coopération. Les 15 plus grosses qui font 75% du chiffre d'affaires des coopératives. Pardon. Pas les coopératives à taille humaine, mais donc celles-ci. En moins de 50 ans, plus de la moitié des coopératives ont disparu.
L'esprit initial s'estompe et certaines structures se sont transformées en véritables empires industriels gouvernés de façon dynastique. L'exemple de Tereos hier en est la mauvaise image et en plus ils se reproduisent. C'est bien ce qu'on disait. Nous sommes les seuls à avoir osé nous attaquer à Sodial. Et Véronique Le Floch, dans l'émission Cache Investigation, a fait comprendre aux laitiers où passe l'argent du beurre. Il faut quand même rappeler... Il faut quand même rappeler que pour s'attaquer à Damien Lacombe, il n'y a que Véro qui a pu le faire. On a cherché ailleurs. Attention, ce n'est pas pour lui tirer les pompes, mais il faut qu'il y ait une femme en haut de sa laiterie, vous savez, devant les vaches, là, en haut, quand on était avec les bidons, qui ose parler vrai. Et après, avec Véro, on a rencontré Damien Lacombe, vous savez, celui qui avalait la salive à malaise quand il avait la caméra, en même temps que Feu Travers, là. Et bien, quand on a rencontré Damien Lacombe, il n'a pas réussi à vous convaincre. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans sa logique, mais le petit caillou dans la chaussure qu'il a, c'est Véro et la coordination. C'est pourquoi nous demandons donc au gouvernement, et je le redis ici devant Olivier Alain, on l'avait déjà dit nous avant que Macron arrive, il faut faire les états généraux de la coopération. Il est temps que nous rentrions aussi au HCCA, mais les états généraux de la coopération, les Allemands se l'ont fait. C'est quoi? C'est les passer en un scanner et toutes les coopératives qui ne garderont pas le principe un homme, une femme, une voix, il faut leur enlever le statut de coopérative pour les faire devenir société ou quoi que ce soit, mais qui ne gardent plus des avantages fiscaux et sociaux, parce que je le redis, s'ils avaient fait leur travail, aucun privé n'aurait tenu. Or, aujourd'hui, les privés sont là, et heureusement, dans cette biodiversité, nous assurent un avenir meilleur à nous aussi. Alors après, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'agribashing. Alors, vous savez, en fait, tout simplement, ceux qui nous sapent tous les jours sur la gueule. On assiste depuis plusieurs années à une lame de fond visant à diaboliser l'agriculture. Vegan, antispécistes, l'L214, Génération Future, Greenpeace, etc. ont fait leur fonds de commerce de cet agribashing qui est une insulte à notre métier. Notre nouveau ministre Didier Guillaume, qui n'a pas eu le courage de venir aujourd'hui, s'est dit être un rempart à ces attaques. Alors, il n'a pas eu le courage, vous savez, je l'ai rencontré l'autre jour. Le pauvre, j'aurais aimé qu'il attende peut-être une semaine de plus et qu'il commence à compulser ses dossiers, parce que bon, on voit bien qu'il a été mis là pour remplacer Travers, mais malheureusement, il ne maîtrise pas trop encore l'agriculture. Heureusement qu'il avait Olivier Cunin, qui était un des travers boys, on va dire, ceux qui font le boulot derrière ce qu'on appelle les Sherpas, qui étaient là, parce que même les premiers problèmes qui étaient le TODE, ils ne savaient même pas ce que c'était. Bon, voilà. Il n'y a pas eu de virage à venir, c'est dit être un rempart contre ces attaques. Monsieur le ministre, plutôt que d'être à la posture, agissez dans les abattoirs. Redonnez le pouvoir à vos fonctionnaires pour veiller à ce que les animaux soient bien tués dans les règles de bien-être animal qui nous régissent. Regardez de près le financement, entre autres, de l'L214, qui a reçu en 2017 1 140 000 € de l'Open Philanthropy Project. Qui se cache derrière ce mouvement welfariste? Afin de le savoir, je vous réitère notre demande que nous faisons depuis plusieurs années. Servez-vous de la milvitude et regardez les dérives sectaires qu'il y a derrière ces gens-là. Dans le secteur céréalier, il y a un vieux dicton de la coordination qui dit depuis longtemps « Qu'est-ce qui pollue? Le produit ou le pulvérisateur ?» Vous devez assumer vos responsabilités et nous foutre la paix. Soit les homologations de ces produits sont bonnes et nous devons les utiliser dans les cadres de prescription, soit ils ne devraient pas être homologués, alors ayez le courage de les retirer plutôt que de les taxer afin d'alimenter le budget de l'agriculture biologique. Je le redis, nous sommes un secteur stratégique. À la coordination rurale, nous n'opposons pas le bio conventionnel, les petites fermes aux grandes fermes. Dans notre métier, il y a de la place pour tous. Il est temps de cesser de nous opposer et de nous asservir. Un autre sujet. Alors, je l'ai intitulé « Le racket fiscal de Macron ». Bon, oui, parce qu'en fait, entre autres catégories sociales, nous sommes aussi rackettés. La suppression du TODE. Travailleurs occasionnels, demandeurs d'emploi. Parce qu'au début, c'est vrai, ça aussi. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai vite tapé, vous savez, avec Google pour savoir ce que c'était. Bon, c'est travailleurs occasionnels, demandeurs d'emploi. Je vous le dis, vous pouvez le placer dans des réunions et comme ça, ça fait bien. Le gouvernement et les députés de la majorité ont décidé d'ignorer totalement la tentative du Sénat de sauvegarder les agriculteurs employeurs de main-d'œuvre, parce que nous sommes un gros gisement d'emploi, et vous le savez très bien dans cette région. En effet, lundi soir, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression du dispositif TODE et la remise en place de la compensation prévue en première lecture, très légèrement majorée.
Celle-ci demeure toujours insuffisante puisqu'elle ne prévoit toujours pas une exonération totale pour les salaires jusqu'à 1,25% SMIC comme on le demandait et que le volet des cotisations prises en charge par la MSA est quant à lui complètement supprimé. L'hypocrisie des députés se félicitant de passer le seuil d'exonération totale de cotisation de 1,15 à 1,20 pour la première année ne fait que souligner le fait que cette compensation insuffisante est de plus limitée dans le temps, celle-ci diminuant en 2020 et disparaissant à compter de 2021. Sans compter les 100 à 120 euros en moyenne de pertes par agriculteur pour chaque saisonnier au titre de la disparition de la prise en charge de certaines cotisations par la MSA dans le cadre du TO-DE. Et notamment dans ces agriculteurs, ce sont les employeurs de main-d'œuvre saisonnière qui agissent sur du temps très court. On peut prendre la viticulture, on peut prendre le maraîchage et on peut prendre aussi les fruits et légumes et l'horticulture aussi, puisqu'il y a des temps de travaux importants et là, il y a besoin d'embaucher beaucoup de main-d'œuvre et ceux-là seront beaucoup plus impactés que d'autres. Jean-Louis Augier, que je vois dans la salle, nous l'a bien expliqué pendant longtemps. À l'heure où le TO-DE devrait être renforcé pour prévoir une compensation réelle de la suppression du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, celle actuellement prévue ne fonctionnait pas pour les agriculteurs employeurs de saisonniers. Il est affligeant de voir le gouvernement et les députés de la majorité refusant systématiquement de prendre en compte l'avis du Sénat, cela au mépris de l'avenir de la profession agricole. La profession agricole est un gisement important d'emplois en milieu rural. Seuls des prix rémunérateurs permettront de redynamiser aussi ce secteur, qui est un gros gisement d'emplois. La TIPP, notre taxe sur les produits pétroliers. Les manifestations sur l'augmentation de la fiscalité de l'essence et du diesel participent à la défense de la ruralité et à la lutte contre l'isolement et la désertification de nos campagnes. Le carburant est vital pour les agriculteurs dans l'exercice de leur profession, mais il l'est également et plus largement pour la vitalité du monde rural. Et d'ailleurs, on le voit sur des ronds-points qui ont jauni en ce temps-ci. Il fait partie de notre quotidien. Quand il s'agit de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller chercher les enfants à l'école, faire nos courses, avoir une vie sociale, etc. Nous n'avons souvent que nos véhicules diesel pour nous déplacer, les transports en commun étant généralement inexistants dans nos campagnes. C'est pour défendre la vitalité du monde rural que de nombreuses coordinations rurales départementales se sont mobilisées parmi les citoyens pour protester contre ces mesures qui tuent un peu à peu nos campagnes. Et là, je vais faire un aparté, puisqu'on en a parlé hier, ici, à l'Assemblée générale, sur les Gilets jaunes. Nous, les Gilets jaunes, beaucoup y sont allés, et on avait dit, approchez-les, c'est leur combat. Ils ont dit qu'il était asyndical et apolitique. Approchez-les, parce que nous, nous appelons coordination rurale. Et coordination rurale, et nous sommes jaunes avant eux, mais ça, on ne le revendique pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons souffert avant eux et que nous sommes paupérisés comme eux. Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'aller renforcer ce mouvement dans la ruralité. Paris ne nous intéresse pas. Et vous y allez avec votre gilet CR, vous le retournez et vous utilisez que les mots initiales CR. Vous y allez en citoyens ruraux, parce que c'est cette ruralité qui se meurt. Et on a toujours dit qu'il n'y aura pas de ruralité sans agriculteurs, mais aussi sans électriciens, sans plombiers, sans pharmaciens, sans toubib. La ruralité se meurt. Donc, il est de notre devoir d'aller avec eux. Faites-le en toute responsabilité et avec notre principe de base, le respect des biens et des personnes. Pour revenir à notre carburant, en ce qui concerne le GNR, une escroquerie mise en place par le groupe Avril, digne des avions renifleurs du temps de Valéry Giscard d'Estaing, dénoncée par l'ACR et confirmée par un rapport de la Cour des comptes, nous demandons l'équité et la simplification. Équité, car nous voulons la même détaxe que les marins-pêcheurs. Simplification, car comme eux, on veut l'acheter totalement détaxé, sans TIPP et sans TVA, parce que comme ça, nous n'aurons pas à faire des papiers qui sont vraiment dignes d'un système kafkaïen, qui sont très compliqués. Pourquoi? Parce que déjà, une bonne partie d'agriculteurs ne demandent pas à récupérer la TIPP, et une autre partie se fait prendre des fois de 50 à 200 euros par des comptables qui leur font le papier. Donc tout ça, c'est tout simple, Monsieur le Ministre. Vous enlevez la TIPP, vous enlevez la TVA, nous n'avons pas à faire l'avance et notre numéro SIRET nous permet d'avoir ce prix-là. Tout simple, voilà. Et je vous rappelle que l'on est dans un ministère de l'agriculture et de la pêche. Alors, maintenant, je reviens aussi sur la MSA, la mutualité sociale agricole. Certains de chez nous l'ont appelé maison assignée des agriculteurs. C'est aussi ça. Alors, je rappelle que bien sûr que ce n'est pas la MSA qui fait la règle, mais aujourd'hui, la MSA, ça même nous régit, et à force de s'éloigner de plateforme en plateforme, parce qu'on ne sait même pas si maintenant on appelle en France quand quelqu'un a un problème, et que même quand on veut avoir des assistantes sociales, eh bien, il faut cliquer 3 pour y arriver pendant qu'un mec est peut-être en train de se pendre, je pense qu'il faut retrouver de la proximité.
Combien de temps allons-nous encore rester dans ce système de protection sociale d'exception qui s'éloigne de nous via des plateformes impersonnelles? Il y a un film qui s'appelle La Sociale, vous pouvez le trouver, vous le verrez sur Arte, qui relate la création de la sécurité sociale par le Conseil de la Résistance à la fin de la guerre 1945. Il est rappelé dans ce film qu'il existait à cette époque des régimes de retraite d'exception pour les agriculteurs et les cheminots, entre autres. Je rappelle que la MSA a toujours été gérée par des conseils d'administration en majorité FDSEA et qu'ils portent l'entière responsabilité de la situation dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, il vaut mieux être cheminot qu'agriculteur, car les ouvriers n'ont pas été trahis par leurs syndicats. Monsieur le ministre qui n'est pas là, nous prenons une TVA sociale en agriculture, peut-être qu'il regarde Facebook, on ne sait jamais. Couplé à la suppression des cotisations sociales, je n'y reviens pas, Véro vous l'a bien expliqué, cette TVA serait entièrement affectée au financement de la protection sociale des agriculteurs et de leurs salariés, mettrait fin à la paupérisation des agriculteurs, indispensable à notre société et pilier d'une ruralité bien malmenée en ce moment. Et après, je veux revenir aussi sur notre portefeuille, le paiement des aides et les contrôles. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Le projet de négociation de la PAC 2020 que la France s'apprête à défendre au niveau européen me laisse insatisfait, car nos technocrates européens, bien conseillés par Phil Hogan, restent dans une vision purement comptable du budget, même si une légère renationalisation de la PAC pourrait voir le jour. Et vous avez vu ce qui nous guette avec la renationalisation. Ce dont l'agriculture européenne a besoin, c'est une inversion de tendance et un signal fort et ambitieux. Ce que nous demandons, ce ne sont pas des mesures pour limiter les dégâts des PAC précédentes, mais une politique responsable et volontariste pour arrêter ce plan social agricole qui nous amène à la disparition d'une agriculture familiale européenne. Avec plus de la moitié des agriculteurs dont les trésoreries sont exsangues et qui n'ont tout juste que 300 € par mois de salaire, le problème n'est plus la fin du monde avec le réchauffement climatique, mais tout simplement la fin du mois. Et ça, ce n'est pas de moi. Seule une régulation des productions, la réhabilitation de la préférence communautaire assise sur l'exception agriculturelle et des prix rémunérateurs nous permettront de retrouver des perspectives d'avenir. Même si on est en redondance avec Véro, rappelez-vous que de toute façon, c'est la technique du disque rayé ou du marteau sur la pointe. Répétez toujours cette petite musique parce que ceux qui ont régi aussi toutes les belles images qui nous ont aidés à faire de la communication qui s'appelle La Solution, qui est l'entreprise qui nous a aidés donc à communiquer, nous ont dit, vous à la coordination, vous avez deux choses. Vous étiez jaune, vous l'êtes resté, et c'est vrai, contrairement à Lambert qui est toujours verte. Mais nous, de toute façon, derrière ça, vous avez un fond et des idées. Et ces idées n'ont pas bougé. Et vous avez raison, parce que vous avez mis beaucoup de temps, on a eu beaucoup de mal à y arriver, mais vous voyez qu'aujourd'hui, quand nos intervenants en parlent, et que vous regardez quand même la télé, et que vous voyez que même certains, dans d'autres syndicats, osent écrire des prix rémunérateurs, aujourd'hui, un prix rémunérateur, ce n'est pas un vilain mot. Alors, pour les aides, depuis un an, le gouvernement annonce le solde des aides bio et des mesures agro-environnementales et climatiques avant la fin de l'année 2018. Et ici, le bio, on connaît parce que vous êtes le premier département en conversion bio. Comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup ont saisi cette opportunité, notamment dans le lait, pour retrouver des prix minimums que sont les prix rémunérateurs dont on parle depuis longtemps. Les retards sur les instructions des dossiers 2016 bloquent les versements des annuités successives. Désormais, en décembre, je ne crois plus en la capacité du gouvernement à régler à moins de 2 mois le solde de toutes les aides dues. Les hommes politiques se servent de l'agriculture biologique pour légitimer leur discours auprès des citoyens, mais dans la réalité, ils nous délaissent complètement et ne respectent pas les engagements pris. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Nos factures ne se règlent pas avec des promesses. Il faut aussi se rappeler que ces retards de paiement sont dus à la mise en place d'un système informatique kafkaïen géré conjointement par l'État et les régions. Quelle catégorie sociale pourrait accepter de voir ses salaires payés avec plus de 2 ans de retard? Quand je vois dans certaines DDT qui me disent « Mais enfin, monsieur Lannes, on a quand même payé ». Mais si eux, on les avait payés avec 2 ans de retard et on les avait conseillé d'aller voir la banque à côté pour emprunter, qu'est-ce qu'ils auraient dit? À l'image des aides du premier pilier, j'exige un versement immédiat d'un acompte de 80% des aides bio et des MAEC et je réitère la demande d'un retour de ces aides dans le premier pilier de la PAC. Ça a choqué, mais rappelez-vous que quand on a fait le deuxième pilier, où on a déshabillé le premier pour le verdissement, je rappelle que les régions de France, l'ARF, ont ouvert leurs grands bras, leurs bras vers l'Europe en disant « Qui mieux que nous, les régions de France, pour gérer ça ?» Ah oui.
Parce que qu'est-ce qu'ils avaient vu? Que l'argent qui allait passer dans leurs mains, c'est aussi un mode de gouvernance. Et quand on voit où ils en sont arrivés avec la gestion et qu'aujourd'hui tout n'est pas payé, nous, par simplification, on demande à ce qu'on remette tout ça par le premier pilier, puisque vous avez vu qu'ils retrouvent un temps normal de paiement et qu'avec tout ça, eh bien, on peut aussi diriger les aides vers le bio en même temps, mais arrêter de faire des sous-couches dans des sous-couches qui, quand l'eau tombe ruisselle justement de Bruxelles, on arrive à un petit brouillard sur les agriculteurs parce qu'entre-temps, il y en a beaucoup qui ont pompé. Alors après, en France aussi, je veux rappeler que la loi est régie par le principe de la présomption d'innocence. En agriculture, lors des contrôles, nous sommes présumés coupables, car lors du paiement des aides, si une exploitation est en cours de contrôle terrain ou administratif, le paiement de celle-ci est reporté, engendrant des problèmes de trésorerie. Dans le cadre du principe d'égalité, encore inscrit sur les façades de nos mairies, j'exige aussi que 80% des aides soient immédiatement versées et que la régularisation soit faite avec le solde si problème il y a. Car des remontées de terrain m'ont prouvé que dans certains départements, ce sont des grosses exploitations qui ont été ciblées et les sommes dues sont importantes. Alors, il faut arrêter ça. On nous dit que c'est un problème européen. Non, ayons du courage en France, parce que l'exception française, pour durcir les règles, on en est capable. Et bien là, pour les simplifier, vous êtes avec, vous savez, coché, parce qu'en fait, tous ceux qui n'ont pas été payés, mais votre dossier n'est pas traité, et bien on décoche, on paye 80%, et on continue, bien sûr, d'étudier le dossier, et on solde après. Mais vous ne restez pas à faire des avances, notamment comme les bio, pendant 2 ans. Parce que je vous rappelle que, de toute façon, vos aides 2018 seront payées en 2019, et encore, on ne sait pas trop quand. Alors après aussi, il y a une autre catégorie, bon, ça n'a rien à voir avec les aides, même les prédateurs et les nuisibles. Les années passent et les dégâts des nuisibles augmentent. On se retrouve confronté au problème de gestion des indemnisations avec une fédération nationale des chasseurs qui, non content que l'on nourrisse les sangliers, voudrait qu'on en assume le coût. Les chasseurs sont nos amis. Ils sont nécessaires pour assurer la régulation des nuisibles. Pour diminuer le nombre de sangliers, il faut les classer nuisibles sur tout le territoire. Pour simplifier les déclarations, il faut simplifier les déclarations et revenir à un seuil d'indemnisation bas pour prendre en compte l'ensemble des dégâts et pas vous faire peur en mettant des seuils assez hauts alors que vous devez payer celui qui va venir faire l'expertise sans savoir si vous seriez indemnisé ou pas. Il faut aussi que les barèmes soient indexés sur le coût réel des productions impactées et pas sur un coût théorique qui n'a rien à voir avec les cours du marché. Un sanglier, s'il a bouffé du blé, il doit être payé au cours mondial, s'il est au cours mondial, mais aussi au cours rémunérateur si on retrouve un bon prix. Qu'est-ce que c'est que ces idées de faire des tarifs moyens où, puisqu'on a nourri ces animaux sur nos terres et finalement on doit nous rembourser avec un prix hypothétique? Ça ne peut plus durer. L'an dernier, amende au sujet du loup, le sujet du loup a été traité, donc j'y reviens pas longuement, mais je peux vous dire que le combat continue, car le gouvernement semble ignorer le désarroi des éleveurs qui maintiennent son cap sous couvert d'engagement européen. Avec Alain Pouget de la Lozère, nous avons demandé récemment à la directrice de l'UNESCO à Paris la remise en cause du classement par l'UNESCO des Causses et des Cévennes. Avant d'aller là, je me suis retrouvé avec la Lozère. Alors, vous savez, ils sont un peu comme vous, ils ont la tête près du bonnet. Et on s'est retrouvé à faire une petite manif toute simple, toujours dans le respect des biens et des personnes, où on est allé démonter le panneau de l'UNESCO, puisque les Causses de Lozère, avec d'autres départements limitrophes, sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO par le fait du pastoralisme. Pas parce qu'ils sont Causses, parce que par le fait du pastoralisme, avec des moutons et des chèvres, on a réussi à façonner, depuis des centaines d'années, cette exception, où normalement il ne devrait y avoir rien, et où il y a de l'agriculture. Donc, quand on a ramené ce panneau, on est allé voir le préfet, la préfecture et le département, et de suite, ils nous ont dit « mais vous êtes fous, vous allez casser le bénéfice que tire le tourisme, que tire le département du tourisme ». Alors nous, on leur a dit d'abord, vous savez, il y a une erreur dans votre panneau, maintenant il faudrait mettre un loup qui égorge un agneau, parce qu'on voit un berger avec des moutons, avec l'Écosse. C'est joli, celui qui a fait ça, c'est une belle image artistique, mais ce n'est plus la vérité. Mais nous, on s'en fout, on ne va pas rester quand même là, les bras croisés, à se faire bouffer les moutons, payer sur le budget de la PAC, et ensuite à subir psychologiquement des attaques où des hommes et des femmes ne peuvent plus en vivre, tout en restant les Indiens du coin, et que les gens puissent se promener en venant bouffer dans le resto ou aller dormir dans les hôtels. Ça, c'est fini. Alors nous, on l'a porté. La directrice de l'UNESCO nous a dit que normalement, elle ne devait même pas nous parler, mais on l'a tellement intriguée avec ça qu'elle nous a écoutés et elle nous a donné des bonnes solutions pour dire que quand elle va réviser donc, le fait que le patrimoine de l'UNESCO puisse continuer, et ça c'est dans 2 ans, nous allons envoyer un rapport et le faire en fonction de la présence du loup. Parce que nous, dans l'Écosse, on ne peut pas avoir le roquefort et le loup. Et donc, dans tout ça, on ne demande pas l'exception avec le loup.
vous allez en Espagne, eh bien, il faut réviser la Convention de Berne. Et là où il y a du mouton, il n'y a pas de loup. Et là où il n'y a pas de mouton, il y a du loup. Chez nous, ça sera compliqué. À ce compte-là, il faut le faire en périurbanité, le loup, parce que là, il n'y a pas de mouton. Et oui, et puis bon, je ne peux pas finir le sujet. Je veux aussi vous parler, dans les Pyrénées, du lâchage des 2 ours slovènes. Les fameuses 2 ours slovènes lâchées par hélicoptère. Et vous savez pourquoi lâchées par hélicoptère? Parce qu'en fait, à la coordination, on est coordination, mais on a aussi des associations qui se sont montées d'éleveurs. Et bien le ministre et aucun véhicule ne pouvait aller dans les fonds de vallée pour les lâcher les ours. Donc ils ont pris un hélicoptère de la gendarmerie et ils ont lâché nos 2 ours à 350 000 € la paire. Je vous rappelle et je vous rassure, à ce prix-là, il paraît qu'elles étaient pleines. Mais les Slovènes n'ont pas fourni les radiographies. Alors, monsieur le ministre, vos premiers mots lors de notre rencontre au ministère de l'Agriculture furent de vouloir réconcilier les agriculteurs avec le reste de la population. Monsieur le ministre, le fossé se creuse entre les villes et les campagnes. Ne vous trompez pas de côté. Voilà. Bon, enfin, oui, allez, j'y vais. Je ne peux pas m'empêcher de parler de notre cher Christiane Lambert. Attendez, cher pourquoi? Quand on touche, entre autres, 50 000 € par la Caisse nationale du crédit agricole au titre de représentante des organisations professionnelles avec un S, on ne peut pas prétendre défendre le métier. Le CNJA qu'elle présidait en 1997, parce qu'elle est présidente à la suite de Belém, mais nous, on aime bien avoir le pédigré des gens. Elle présidait donc le CNJA en 1997 et il se prononçait lors du 31e congrès pour une plus grande connexion avec les prix mondiaux. Connexion avec les prix mondiaux, c'est ce que l'on vit. C'est-à-dire que quand la viande brésilienne arrive, il faut qu'on se dise qu'on a des Brésiliens de France et qu'on va produire à ce prix-là. Je vous le décrypte parce qu'ils ont des jolis mots pour nous faire passer des choses qui nous ont bien... Et pour rémunérer des services rendus à la société pour compenser la rémunération insuffisante par le prix. Le journal Les Échos titrait d'ailleurs l'article relatant ce congrès du CNJA, « Produire plus pour gagner plus ». Je vous rappelle 1997. Vous voyez, depuis le temps, où c'est qu'on en est. Puis, elle a récidivé. En 2016, alors qu'elle était vice-présidente de la FNSEA, « Je veux des fermes de 200 à 300 vaches qui ont une capacité à comprimer leurs coûts de production que n'ont pas les exploitations de plus petite taille. » Donc les petits, dégagés. Elle a de la suite dans les idées, car elle est un pur produit de ce syndicalisme qui nous a mis dans le mur. Elle ose aujourd'hui de parler de prix rémunérateurs, alors qu'elle a fait de nous des apporteurs de matières premières enchaînés dans une coopération que nous ne maîtrisons pas. Elle porte avec son syndicat l'entière responsabilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Situation due à une cogestion assumée avec les gouvernements successifs. Alors, à tous ceux qui se demandent à quoi sert le syndicalisme, je réponds que sans un syndicat, pour assumer un contre-pouvoir, rien ne bougera. Et ça, je le dis à tous ceux qui se lèvent avec des associations en disant des syndicats, tous pourris, parce qu'on n'arrive pas. Non, syndicat, un pourri, celui qui est devant. Parce que de toute façon, depuis 30 ans, ils ont été aux manettes partout. Alors nous, les jaunes, on n'est pas pourris. Les pourris, ce sont les verts. Nous avons la capacité de reprendre notre destin en main et de redonner de la perspective aux jeunes. Donc, en conclusion, la bonne politique que je viens de détailler, pour pouvoir la mettre en œuvre, il faut rendre l'agriculture aux agriculteurs et cela passe dans l'immédiat par des élections. On en a bien parlé hier, vous le savez tous. Moi, je fais le tour, là, j'économise pas mon temps. On est en train de finir aux entournures l'ensemble et on y est presque et on va faire 100%. Et hier, j'ai senti qu'on y était parce que je sens en vous qu'il y a la volonté d'en découdre. Moi, je l'ai au fond des tripes depuis un bon moment, depuis que j'ai rencontré Jacques Legnaud, et qui après, quand ils ont démarré à quelques-uns, nous ont fait croire que ça serait possible en un tour de main. Je l'en veux un peu parce qu'on a pris du temps et on a vieilli, mais on y est. On y est. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins, et votre présence là, et notre présence sur tout le territoire, nous permettra une fois de plus de faire avancer nos idées. Alors tout simplement, à l'ACR, pour mettre en place notre programme, nous voulons devenir le premier syndicat de France, car c'est la condition pour que les politiques changent de logiciel. Cette ambition est à notre portée. Nos idées ne sont plus diabolisées. Au contraire, elles sont reprises par nos adversaires qui savent très bien qu'ils ne les appliqueront pas. C'est le moment de porter plus loin encore notre ambition. Nous bénéficions de l'alignement de planète qui, en ces temps de dégagisme, doit nous profiter.
Nous avons, depuis février dernier, labouré profondément le terrain des convictions, en multipliant sur les réseaux sociaux des vidéos qui ont eu un très grand succès et ont augmenté notre notoriété. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, et encore vous n'avez pas tout vu, tourne sur les réseaux sociaux. Le jaune, et en plus comme il est sur les ronds-points, est vraiment la couleur du moment. C'est tout. Très tendance, oui, très tendance. C'est ce que je cherchais. Alors, avec notre conviction, nos agriculteurs ont dit, avec leurs mots, les valeurs, les propositions et les projets que nous défendons. Vous avez vu le dernier, Anselme, je veux dire, dans le 05. Eh bien, Anselme, il avait sa combinaison et il parle il n'a pas peur d'aller parler dans sa porcherie. Il n'a pas besoin d'aller à Paris et de se montrer dans son costard-cravate. Non, tous ceux que vous avez vus sont des hommes et des femmes. Ils ont parlé avec leurs mots, leurs accents. Il y en a sur tous les territoires et avec leurs convictions. Et ces convictions sont les nôtres aussi. Alors, loin des critiques systématiques, nous avons montré aussi notre capacité à proposer et donc à gérer les chambres d'agriculture. L'exemple donné par nos chambres d'agriculture du Calvados, du Lot-et-Garonne, de la Charente et du Puy-de-Dôme prouve que nous sommes non seulement capables de bien administrer ces structures, mais que nous le faisons mieux que les autres. N'ayons pas peur de suivre ces exemples. Nos équipes ont montré ici et là qu'elles étaient capables de garder des chambres au plus près des agriculteurs. La régionalisation rampante, poussée par la FNSEA et la PCA, qui vise à vider de leur sens les chambres d'agriculture, peut être encore évitée si nous nous mobilisons avec ce contre-pouvoir que nous faisons chaque fois que nous prendrons une chambre. La mobilisation, ce n'est pas aller déverser des déchets de nos fermes avec des gros tracteurs devant les grilles des préfectures. Ce temps est révolu. Certes, il fait de belles images pour BFM, mais cela n'apporte rien dans le portefeuille des agriculteurs. Nous devons faire une campagne de terrain, aller convaincre dans le cours de ferme et sur les réseaux sociaux. Avec le vote électronique, on peut voter jusqu'au 31 janvier 2019 à minuit. En 2013, nous avons la moitié des agriculteurs qui n'ont pas voté. Allons chercher les abstentionnistes. On les trouve chez ceux qui souffrent le plus et qui ne croient plus en rien. Sans leur promettre la lune, on peut leur redonner de l'espoir. Utilisez au maximum nos listings de mails, sans harceler mais à bon escient. Utilisez les SMS, car dans nos poches, nos téléphones nous suivent partout et rappelleront même aux nôtres de ne pas oublier de voter. Mobilisez votre réseau, voisins, amis, les membres de votre CUMA, etc. Chaque voix comptera, car l'élection va se jouer dans beaucoup de départements à une poignée de voix. Enfin, soyez positifs, ayez confiance. Vous trouverez les mots justes d'agriculteurs qui veulent vivre de leur métier. Il est temps de rendre l'agriculture aux agriculteurs. Merci.